Il y a du monde dans le studio d'Europe 1. On est avec Marie-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. On est avec Georges Fenech, l'ancien député qui a pris un Doliprane en voyant ce qui se passe du côté des Républicains. Alexandre Devecchio qui lui aussi a pris un Doliprane. Il a pris lui aussi un Doliprane, mais c'est parce que la nuit a été courte pour Alexandre Devecchio qui a festoyé vendredi soir. Luc Gras, politologue, et Étienne Campion, journaliste au service idée de Marianne et auteur de Le Président Toxique, enquête sur le véritable Emmanuel Macron. Vous êtes très nombreux à vouloir réagir au standard d'Europe 1 pour cette émission 11h, 13h. Elliot Deval et vous. On est avec Karima et Sylvain. On va commencer par Karima. Bonjour Karima. Oui, bonjour Elliot. Comment ça va ? Tout le monde. Bah écoutez, jusque-là tout va bien, jusqu'à quand on ne sait pas, mais voilà, tout va bien pour l'instant. Alors moi vraiment j'essaye de prendre le pouls des auditeurs, comprendre ce qui se passe. Est-ce que vous êtes exaspérés ou au contraire, ce serait intéressant d'avoir des auditeurs qui disent mais la seule solution aujourd'hui pour qu'il y ait un budget, pour qu'il y ait une stabilité, pour qu'il y ait une France qui corresponde, un gouvernement qui corresponde aux aspirations des Français, bah c'était l'option Sébastien Lecornu. Vous en pensez quoi vous Karima ? Alors c'est une option qu'à mon avis il aurait aimé mettre sur la table depuis longtemps. C'est juste que bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais moi, pour synthétiser, ce que je voulais, pour résumer ma lecture des choses, c'est que par rapport à la dissolution, il la veut. Et pas depuis hier, depuis un peu plus longtemps que ça, depuis avant 2024. Et cette fois-ci, il l'aura. Par contre, à la différence d'avant, c'est que autant la première fois, c'est son côté d'être dans la provoque aussi. Autant la première fois, il l'a voulu, il l'a eu, mais ça s'est pas exactement passé comme prévu parce que moi je pense que il voulait avoir le RN au pouvoir. Quand vous dites il, c'est le président de la République, Emmanuel Macron. Oui, le président Macron. Ça le dérange pas du tout. Limite, il aimerait bien avoir le RN au pouvoir. Je suis d'accord avec cette analyse. Alexandre Devecchio dit je suis d'accord. Il chuchote un peu, mais je ne sais pas si vous l'avez entendu. Il dit je suis d'accord avec vous. Je voulais pas l'interrompre, mais vous le faites. C'est moi qui vais vous interrompre puisque Sébastien Lecornu va prendre la parole depuis l'Aïle-et-Rose. C'est sa première déclaration depuis donc l'annonce officielle de sa reconduction. Écoutons Sébastien Lecornu. Monsieur le ministre et l'ensemble des autorités du territoire. Bon, je tenais vraiment à marquer les premières heures après ma reconduction à Matignon de cette présence auprès des fonctionnaires de police. Moi, j'ai moi-même eu l'honneur de porter l'uniforme comme militaire de la gendarmerie, comme réserviste il y a quelques années. Et je veux redire tout le soutien, toute l'admiration que l'on a pour celles et ceux qui assurent la sécurité et la protection des Françaises et des Français. Et ce qui me permet aussi de revenir très symboliquement ici à l'Aïle-et-Rose. Il se trouve qu'on est la même génération de maires, tous les deux avec Vincent. On se souvient de ce qui s'est passé, j'y reviens pas ici, il y a quelques temps, et qui avait beaucoup bouleversé la population et qui d'ailleurs avait énormément ressoudé la population autour non seulement de nos forces de sécurité, je vais en dire un mot dans un instant, mais aussi de nos élus locaux. Et au fond, on le voit bien, on est dans un moment dans lequel on parle beaucoup de politique, enfin il y a quand même une vie quotidienne des Françaises et des Français qui continue, et des nombreuses consultations d'ailleurs que j'ai pu avoir avec les formations politiques, y compris de l'opposition, on voit que la sécurité du quotidien, la lutte contre les incivilités, le fait au fond de refuser cette violence qui monte dans la société, violence sur les personnes, comme les violences, en tout cas les atteintes faites aux biens, vol, cambriolage, sont quelque chose au fond qui peut réunir un large consensus au sein de la classe politique. Et si je l'ai fait ce matin ici, au-delà du fait que j'ai une reconnaissance personnelle et une identification personnelle avec celles et ceux qui rendent ce service public de la sécurité, c'est qu'au fond on voit bien que ce sont des thèmes qui doivent être mis à l'agenda dans les temps qui viendront. Ici on a une police municipale qui fonctionne, qui travaille bien dans la main avec la police nationale. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, le ministre délégué, François-Noël Buffet, ont fait un travail absolument remarquable ces derniers mois sur ce qu'on appelle le Beauvau des polices municipales, c'est-à-dire au fond comment on remet du bon sens dans le fonctionnement entre les polices municipales et les polices nationales. Et quand je dis du bon sens, c'est pas qu'une affaire d'argent, c'est au fond de se dire que c'est pas normal aujourd'hui qu'un policier municipal n'ait pas un accès direct au fichier des cartes grises de voiture. On est en 2025, on a de l'intelligence artificielle d'un côté et de l'autre côté, on a encore des systèmes qui sont beaucoup trop rigides. Et ça, Bruno Retailleau et François-Noël Buffet avaient fait avancer les choses. Et je pense que ce sont des
thématiques, des dossiers qui doivent être portés très très vite dans les semaines qui viendront. J'aurai l'occasion d'y revenir lors de la déclaration de politique générale, mais au-delà de cette déclaration de politique générale, qu'on soit capable, à quelques mois des élections municipales, de refaire de la question de la lutte contre les incivilités, de la lutte contre la délinquance, la question de la proximité de cette police, et notamment cette articulation entre police municipale et police nationale, quelque chose de bon sens. Moi, j'ai la faiblesse de penser que sur la sécurité des Françaises et des Français, il y a les discours, enfin il y a les actes, qu'il faut parler de ces choses avec beaucoup de précision, et qu'au fond, on voit bien, on n'est pas complètement au bout de ce qu'on doit faire. Beaucoup a été fait ces dernières années, et notamment les gouvernements auxquels j'ai appartenu en matière de moyens, on le sait, ce qui a été fait par les ministres de l'Intérieur successifs, avec de grandes lois, notamment celles qui ont été portées par Gérald Darmanin. Enfin là, on le voit bien, il y a des situations locales qui doivent être traitées, une intelligence locale qui doit être respectée. Et ce qu'on va faire sur la décentralisation, c'est-à-dire la capacité à faire circuler plus de pouvoir dans le pays, à confier plus de responsabilités aux collectivités locales, au fond, il ne faut jamais oublier que le maire est aussi agent de l'État. Et comme agent de l'État, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a le droit de porter cette écharpe bleu-blanc-rouge, eh bien, on doit aussi la réfléchir à comment l'État vient l'accompagner davantage. Et c'est cette intelligence locale qu'on va essayer de faire avancer. En tout cas... Voilà pour les premiers mots de Sébastien Lecornu, qui a été reconduit donc à Matignon. Il est, je le rappelle, à l'Haÿ-les-Roses. Il est aux côtés du préfet de police Laurent Nunez. Il est aux côtés également de Vincent Jeanbrun, l'ancien maire de l'Haÿ-les-Roses et député du Val-de-Marne, et de Mathieu Lefebvre. Alors, pas grand-chose a été dit, si ce n'est que c'est un déplacement symbolique. Il fait de la sécurité une priorité. Là où peut-être j'émets une réserve, c'est qu'il explique qu'il y a un consensus au sein de la classe politique sur les questions de sécurité. C'est faux. Il y a un consensus au sein de la société française sur les questions de sécurité. Tous les sondages le montrent. 7, 8, 9 Français sur 10 partagent les positions sur plus de sécurité, plus de fermeté contre les délinquants. En revanche, la classe politique n'entend pas la population et n'avance pas sur ce sujet. Et il y a une autre chose qui m'a fait tiquer. Il a dit « Je suis à l'Haÿ-les-Roses, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé ». Au contraire, revenons sur ce qui s'est passé. Vous avez des délinquants qui, pendant les émeutes, des délinquants français, avec la nationalité française, qui se sont attaqués à la mairie, qui se sont attaqués au domicile du maire. Donc, c'est ce qui s'est passé pendant les émeutes. Et c'est essentiel d'y revenir, justement. Il ne faut pas que ça soit un tabou. Il faut se dire comment des Français de nationalité française ont pu détester la France à ce point pour s'attaquer aux mairies, pour s'attaquer aux écoles maternelles ou même au domicile du maire Vincent Jeanbrun. Non seulement il n'y a pas de consensus, mais c'est là où il y a le plus grand clivage, je dirais, au sein même du gouvernement. Souvenez-vous, entre M. Dupond-Moretti et M. Darmanin, c'était entièrement d'accord avec la guerre. Donc le sentiment d'insécurité, l'ensauvagement de la société. Mais absolument, ne serait-ce que dans les termes, voyez-vous. Oui, alors, ne parlons pas des lois. Bien sûr. Donc voilà, mais moi, il y a un côté un peu surréaliste de voir ce déplacement, alors qu'on ne sait pas encore s'il va y avoir un budget, on ne sait pas encore s'il va y avoir une censure. Tout paraît dérisoire aujourd'hui, compte tenu du fait qu'on ne sait pas où ça va mener, quoi. Moi, ce qui me surprend, c'est que vous avez derrière donc le député Vincent Jeanbrun, alors qu'on ne connaît pas la ligne de son parti sur la participation ou non des Républicains à ce prochain gouvernement. Il appelle à sortir d'un moment pénible et il dit on n'avait pas beaucoup de choix en matière de premier ministrable, et explique Sébastien Lecornu. On était avec Karima, qu'on va saluer. Cher Karima, la sécurité, par exemple, c'est votre priorité pour si vous deviez avoir une priorité pour le Premier ministre et pour son gouvernement? Après, vous savez ce qu'on dit, il y a les urgences, les priorités, les choses importantes, mais c'est sûr que oui, la sécurité, c'est peut-être pas la seule urgence, malheureusement, mais on est clair que c'est en tête de liste. Merci. Évidemment, parce que le quotidien des Français a changé. Cela dit, Karima, avant que vous la coupiez, c'est pas de ma faute, attendez, priorité au Premier ministre, vous êtes gentil, vous. Merci, Karima. Mais on peut rebondir sur ce qu'elle a dit avant, quand elle a expliqué qu'Emmanuel Macron souhaitait, il y a un an, la victoire du Rassemblement national, et la souhaite sans doute aujourd'hui, parce que c'est quand même le seul moyen pour lui de se sauver. En réalité, une cohabitation sera beaucoup plus simple que cette assemblée totalement
totalement disloqué. Mais s'il n'a pas encore fait la dissolution, c'est parce qu'il a peur justement que ce soit le même résultat que la dernière fois, qui mène à une paralysie. Mais plus on tournera en rond comme ça, plus le Rassemblement national a des chances de monter et plus Emmanuel Macron aura des chances d'avoir sa cohabitation. Gabriel Attal vient de réagir. Le Premier ministre a été reconduit dans ses fonctions. C'est la décision du président de la République. Le seul enjeu qui vaille désormais, c'est de doter la France d'un budget. Renaissance et des députés ensemble, ils travailleront d'arrache-pied. Je traduis. Je ne voulais pas que ça soit Sébastien Lecornu. Il s'avère que Emmanuel Macron, à qui je ne parle plus, a décidé de nommer et de reconduire Sébastien Lecornu. Je ne suis pas d'accord avec cette position, mais la priorité, c'est d'avoir un budget. Donc on va bosser, mais je ne suis pas d'accord avec cette décision. Voilà la traduction, j'ai fait du Attal dans le texte. Bravo. Étienne Campion. Oui, alors juste pour revenir sur Attal, le 9 juin 2024, autour d'Attal, ils se sont mis à pleurer. Quand Macron a dissous, il était... Ils sont fébriles alors, les amis. Attal vit un véritable calvaire avec Macron depuis de nombreux mois. Et lui, comme Philippe, sont visés puisque Macron déteste rien de plus que ses potentiels successeurs. Mais pour revenir sur cette idée de cohabitation avec le RN, moi, je vais vous citer une phrase. C'est mon confrère Louis Osalter qui la rapporte dans son récent livre « La foudre et les cendres ». C'est Macron qui dit le 9 juin 2024 « Une cohabitation vaut mieux qu'une succession ». Il y a un autre journaliste qui s'appelle Wally Bordas qui, dans Palais Bourbier, explique que Macron, en fait, a recherché cette cohabitation, mais que ça a raté puisqu'il y a eu le Front républicain. Donc, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Alexandre Devecchio. En fait, qu'est-ce que recherche Macron par là? Il a bâti son pouvoir sur cette fameuse mythologie, moi ou le RN, vous allez avoir. Maintenant, acculé et ayant raté son premier quinquennat, il est entré dans une phase plus noire où il dit, eh bien, puisque vous voulez le RN, vous allez l'avoir, et moi je vais être comme dans cette cohabitation, par exemple Mitterrand-Chirac, je vais être le président qui va rester au-dessus des institutions, va veiller à contenir le chaos, et vous verrez qu'à la fin, vous allez vous retourner vers moi. On revient pour la dernière partie. Sylvain, bonjour. Bonjour. Bon, attendez, je vous ai fait attendre, Sylvain, je vous présente mes excuses, mais c'est le Premier ministre qui a parlé. C'est de la faute. Vous savez, voilà, on n'est jamais responsable. On va faire j'ai une macronite aiguë, c'est-à-dire que je ne suis responsable de rien. Si je ne vous ai pas donné la parole, Sylvain, c'est de la faute du Premier ministre, et c'est lui qui a imposé qu'on décale un peu les appels. Je vous présente mes excuses, et Sylvain. On écoutera Sylvain juste après la pause. Elliot Deval-et-vous, ça continue, 11h, 13h, à tout de suite. Exactement, avec la toute dernière information, Sébastien Lecornu reconduit qui a pris la parole pour la première fois depuis cette annonce. Je n'ai pas le sentiment qu'il y avait beaucoup de candidats, déclare le Premier ministre. Il est actuellement dans le Val-de-Marne, à l'Haÿ-les-Roses. La sécurité du quotidien, il en fait une priorité. Bonjour Sylvain. Bonjour Elliot, bonjour à tous. Comment allez-vous, cher Sylvain ? Très bien, très bien. Regardez, un beau week-end, là, je passe sur Europe. Donc, écoutez, c'est sympathique de donner son point de vue. Je vous écoute la semaine déjà et je vous regarde. Et ce matin, effectivement, quand je vous écoutais quand je rentrais de faire mes courses, et je me suis dit, il faut que j'intervienne parce que si j'ai 2 minutes, moi j'ai le sentiment, donnez votre avis, mais moi j'ai le sentiment qui nous a globalement manipulés, parce que ce chef d'État est managé par la terreur. Et je pense que ce qui s'est passé lorsqu'il a été nommé Premier ministre et que Lecornu a présenté son gouvernement avec Olivier Le Maire, Macron savait que Retailleau allait démissionner. Et donc il a créé encore une tension réelle, puisqu'il y a une vraie tension, puisque on est reparti sur l'échiquier, on a fait un tour de piste avec la gauche de nouveau au pouvoir, donc ce qui a effrayé une grande partie de la population. On a parlé des retraites, donc on a aguiché tout le monde, on s'est dit ça y est, ça va être parti, donc on va monter les uns contre les autres, et au bout du compte, qu'est-ce qui s'est passé? Il a renommé Lecornu, mais je pense que Lecornu a toujours été prévu. Voilà, tout simplement. Et je veux dire que hier soir, je me faisais cette réflexion. Je regardais sur CNews, on l'attendait. 19h, 20h, 21h. Je me suis dit, là, il y a 2 choses. Soit il a une difficulté pour trouver le Premier ministre, soit il va nous ressortir Lecornu pour nous faire croire, en fait, que c'est compliqué de trouver quelqu'un. Mais je pense que Lecornu, avec lui, c'est une sorte de gentleman agreement, voilà, et qu'ils ont prévu la manœuvre. Ils ont prévu la manœuvre, et qu'en fait, on s'est fait largement manipuler, et comme il a un management par la terreur, votre invité le précisait dans son Étienne livre. Campion. Oui, Étienne Campion. On voit bien que depuis le départ, cet homme
est au pouvoir d'abord par accident. Moi, je considère qu'il est arrivé par accident. D'accord. Il y a eu un alignement de planète. Sans l'affaire Fillon, Emmanuel Macron il y a un alignement de planète exceptionnel. Et on se demande à qui profite le crime. Bon, d'accord. Et on ne saura probablement jamais le fin mot de l'histoire, mais enfin, c'est quand même un alignement de planète qui est terrible. Voilà. Et ensuite, il trouve l'affaire de l'Ukraine pour nous foutre un peu plus la trouille. Bon. Voilà. Et donc de ce fait, il a mis tout le monde derrière lui chaque fois. Et donc là aujourd'hui, et je partage l'opinion, c'est qu'il va probablement dissoudre. C'est une évidence qu'il va dissoudre. Et le RN va probablement avoir une majorité, ce qui va faire que Marine Le Pen va donc tenter de constituer un gouvernement, et là toute la mécanique va se mettre en route pour que ça échoue, bien évidemment. On peut en être si vous avez une majorité absolue, vous pouvez faire toutes les manips que vous voulez. Oui, la majorité absolue fait que ça fonctionne. Mais je vais vous dire, Sylvain, je comprends votre analyse, j'entends, je l'écoute. Simplement, je trouve qu'il y a beaucoup de si, et voilà ce qui pourrait se passer. Aujourd'hui, restons sur les éléments factuels. La majorité présidentielle n'est plus majorité, elle n'a jamais été aussi affaiblie. 2, la reconduction de Sébastien Lecornu n'amène aucune garantie sur une censure qui paraît de plus en plus inévitable. Et 3, vous dites tout était prévu, tout était anticipé, soit c'est le plus grand Machiavel du monde, soit il y a aussi des décisions politiques qui, du côté par exemple des Républicains, qui sont incompréhensibles. Quand la semaine dernière, vous intégrez un gouvernement et que vous quittez le gouvernement juste parce qu'il y a Bruno Le Maire, alors que vous avez passé 8 mois avec Agnès Pannier-Runacher, Yael Braun-Pivet, Elisabeth Borne et Jean-Noël Barrot. Entre Retailleau et Wauquiez, il y a véritablement un vrai point de rupture qui fait qu'il est en train de fragmenter ce qui reste des LR. Et donc, immanquablement, il joue là-dessus. Il joue sur les peurs. Voilà. Et donc, en jouant sur les peurs, il s'assure comme ça d'essayer de regrouper ce qui lui reste de troupes, et de toute façon avec l'espoir que le Front National puisse gagner une élection législative, en se disant de toute façon comme elle échouera, et que moi, je serai une sorte de recours, même si potentiellement il ne peut pas se représenter. Bon. Voilà. Sylvain, merci pour votre analyse. Merci de nous suivre sur Europe 1, mais également sur CNews. Vous étiez, et je le dis aux auditeurs, et ça montre à quel point la séquence est suivie par les Français, parce que c'est un peuple qui aime la politique, qui est très attentif à ce qui se passe, conscient que ça a des conséquences évidemment sur notre quotidien. Hier, CNews a fait l'une de ses journées les plus impressionnantes en termes d'audience. C'était quasiment un record historique. Et hier, puisque vous étiez sur CNews entre 19h et 20h, Philippe de Villiers a explosé les scores. Là aussi, record historique, plus d'1 100 000 téléspectateurs. L'heure des pros, plus d'1 million de téléspectateurs. Je ne dirais pas ce qui s'est passé du côté de la concurrence. Je vous dirais simplement que entre le premier et le dernier, c'est un rapport de 1 à 10 quasiment. Et je ne dirais pas qu'il est du service public. Maya-Hélène Trémollet, revenons sur la censure. Voilà, parce que c'est ça maintenant qu'il faut se dire. Est-ce que la censure est inévitable ? Elle n'est pas forcément inévitable, mais ça va se jouer à très très peu. Concrètement, il manque 25 députés. Et alors, le service politique d'Europe 1 a fait un décompte, et même avec un accord trouvé avec le Parti Socialiste, donc on part sur une non-censure du Parti Socialiste. Si on fait les comptes, on prend tous ceux qui censurent a priori, donc RN, UDR, tout le reste de la gauche à part le PS. Ça fait 264 députés, ça. Ça fait 264. Il suffit de 10 députés PS, il y en avait 8 qui avaient voté la censure à François Bayrou. Il suffit de 10 députés Lyotte. Il y avait eu 16 votes contre la confiance à Bayrou chez les Lyotte. Et il suffit de 4 députés non inscrits. Ils sont 11 à l'Assemblée nationale. Et vous ne comptez même pas les LR. Non, là on compte aucun LR qui censure. Sachant qu'on peut en avoir un ou deux qui décident de censurer. Passionnant. Donc on peut arriver à 289 sans aucune voix des LR. Et avec un accord avec le Parti Socialiste, il suffit d'une quinzaine de socialistes qui sont un peu remontés. Alors, la seule question qu'on doit se poser, c'est que après un discours de politique générale, vous n'êtes pas obligé de voter la confiance, si je ne m'abuse. C'est François Bayrou. C'est Bayrou. Oui, bah écoutez, donc... c'est l'article 49.1. Mais alors, attendez, moi, je vais voir, parce que Sébastien Lecornu se présente comme un grand démocrate en disant « Je suis attaché aux institutions, à la Constitution, et puis aujourd'hui, on est dans un régime parlementaire », c'est ce qu'il nous avait dit, hein.
c'est là. Donc j'enlève le 49.3. On va voir si il a une vision littérale du régime parlementaire et qui va présenter. Il a fait 12 heures la dernière fois. Après le discours de politique générale. Non, mais il est déjà très éloigné de ses pensées puisqu'il se dit gaulliste. Alors dans le gaullisme, excusez-moi, mais après la dissolution de 2024, le président aurait dû partir. Donc on n'est pas dans cette situation-là. Le macronisme, c'est un cynisme quand même. Non, mais et c'est un cynisme qui dure depuis 2017. Non, mais moi je lui fais confiance, je le crois. Donc ça veut dire qu'il va dire après le discours de politique générale la confiance. Non, mais ce qui est intéressant dans ces ça n'empêche pas qu'il y ait un dépôt de motion de censure. Oui, mais la dépôt de motion de censure, c'est un peu technique. Faut expliquer. Attendez, s'il vous plaît, Lugras, il faut vraiment l'expliquer parce que vous êtes un politologue, vous êtes un docteur en politique. On n'est pas tous comme vous. Il faut juste dire aux auditeurs que la motion de censure, ça dépend de ce qui est inscrit à l'intérieur, ça dépend de qui la lance. Il peut y en avoir plusieurs. Est-ce que une motion de censure LFI sera votée par le RN, les LR, le PS, etc., etc. Ça aussi, c'est très important. Ça n'a pas empêché quand même le RN de voter la motion de censure LFI. Pourtant, il était vilipendé dedans parce que l'objectif de Marine Le Pen, elle l'a dit, censure, censure, censure. Mais ce qui est intéressant dans ce qui a été rapporté au niveau des chiffres, c'est qu'il y a des dynamiques en politique. Or là, il n'y a pas encore, le compte n'y est pas encore. Mais par contre, avec les différentes séquences qu'on vient de vivre, etc., il y a plus d'un député qui sait, quand il va sur le marché le dimanche matin ou le samedi matin, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le fonctionnement des institutions. Écouter. Et donc cette dynamique, elle peut aboutir à une censure. Écoutons Sébastien Lecornu qui parle des retraites. Je crois que tous les débats sont possibles dès lors qu'ils sont dans un cadre réel et réaliste, y compris sur les questions budgétaires, sur les questions là. Mais vous savez, il y a 3 semaines ou un mois, j'avais dit que la réforme Borne n'était pas achevée. Personne ne l'a relevé. J'avais déjà dit des choses. Il l'a achevé du coup. J'espère qu'il sera un peu plus clair. Tous les cadres, tous les débats sont possibles dans un cadre réel et réalisable en fonction du budget. Moi, ce que je comprends quand il dit cette phrase, c'est pas de censure puisque ou pas de, on raye pas d'un trait de plume la réforme des retraites puisque économiquement, ça n'est pas viable. Mais on peut la retoucher. Donc il tombe. C'est une manière de gagner du temps. C'est ça que vous dites, Lugras. Ah oui, à partir du moment. Tiens, on va faire un petit jeu. Puisqu'il nous reste 50 secondes. Marie-Hélène Trémollet, est-ce que la semaine prochaine vous venez dans ce studio le samedi matin pour nous dire et raconter comment le gouvernement Lecornu est tombé? Oui, avec plaisir. Oh, non, mais vous dites que oui, ça va tomber? Ah, moi, je pense que c'est possible, oui. Ah, donc vous dites oui. Georges Fenech, est-ce que samedi prochain, puisque vous êtes le chroniqueur du samedi matin, vous commenterez et débattrez de la chute du gouvernement Lecornu 2? Non seulement je le ferai, mais je vous parlerai aussi de la démission du président de la République. Alexandre de Vico. Oui, ce sera en campagne législative qui aura commencé. Ah oui, d'accord. Lugras. Eh bien, je crois pas qu'il sera tombé parce que c'est un bon politique et je pense que les socialistes ont tellement peur d'aller les voir. Étienne Campion. On avait dit ça la première fois. J'ai fait quelques paris aussi et je suis convaincu qu'il y aura une dissolution de la dès le week-end prochain? D'ici 2 semaines. D'ici 2 semaines, donc vous revenez dans 2 semaines. Lugras, de toute façon, vous revenez tous les 5 la semaine prochaine, c'est aussi simple que ça. Maintenant, vous allez bosser le samedi matin. Merci Estelle Lafont, merci à tous. Et on se retrouve demain, Elliot, de 11h à 13h. Et dans un instant sur Europe 1, Laurence Ferrari est face à Michel Onfray de 13h à 14h. Bon week-end à tous sur Europe 1.